L'affaire de cerises, ça nous donne vraiment une belle transition pour parler maintenant avec notre spécialiste de tout ce qui est art de la table, hôtellerie, glamour. Bon, oui, Joël, Oui. bonjour. Comment ça va bien? Ça va, merci. Ça va très très bien. Ça va. Alors aujourd'hui, on va parler avec vous des principes qui régissent la préparation, enfin un peu d'art de la table. On va parler de tout. C'est l'été, c'est les vacances, on va beaucoup manger, prendre du bon temps, savourer les plats, tout ça. Donc Nessie, je vois tout sourire. Oh oui, aujourd'hui, on a des assiettes. Oui. C'est vrai qu'il était là la dernière fois, mais on n'avait pas d'assiette, on avait plutôt la disposition des verres. Et aujourd'hui, c'est quoi le plus? Alors, donc aujourd'hui, le plus, primo, on parlera de la disposition et secondo, de l'utilisation de ces couverts, tout en évoquant bien sûr des produits. Donc, le tout pour revenir à la gastronomie. Je dois recevoir Nessie chez moi. Comment je dispose mes couverts? Alors, vous devez recevoir Nessie chez vous. La première des choses, c'est d'abord de bien disposer vos couverts. Et veiller aussi à l'intégrité des couverts. Donc, en termes de propriété, il faut pouvoir les astiquer, que ce soit tout ce qui est verre, tout ce qui est couvert, tout cela. Un couvert pour les entrées, pour le plat, ainsi de suite. Et ensuite pour le dessert. Bien évidemment, il ne faudrait pas poser ces couverts-là pour faire joli. Lorsqu'on le pose sur la table, tout revient encore à la communication. Donc, ça signifie qu'on aura une entrée, un plat, un dessert. Tandis que si vous avez seulement qu'un seul plat et que vous mettez ce couvert, c'est vanité. Voilà. Est-ce qu'il ne faut pas un autre récipient pour les os, les arêtes et tout? En fonction du plat. En fonction du plat, on pourra même placer ce qu'on appelle un rince-doigt lorsqu'on mange par exemple des crevettes où on est obligé d'aller avec les doigts. On pourra. Mais si ça n'intervient pas, en ce moment non. Mais s'il y a du poisson avec des arêtes, bien sûr qu'on pourra mettre un récipient. Voilà. Ça ne le fait pas de mettre les os sur la table? Non, c'est pas courtois. C'est pas courtois et c'est pas esthétique. D'accord. Donc là, avec cette disposition-là, qu'est-ce qu'on a comme boisson? Alors là déjà, on aura ici, on aura de l'eau. Donc ça, ce sera un verre à eau. Et ça, c'est sûr qu'on aura un vin rouge, qui pourrait être soit un Bordeaux, mais en fonction plus ou moins de la nourriture. Après, parlant de verre, il faut savoir, parce que beaucoup de personnes font cette erreur-là, il faut savoir tenir un verre. Vous verrez que même dans les films hollywoodiens, vous avez des gens qui le font mal. On ne tient pas un verre comme ça. On tient un verre à la base, ici, au niveau de ce qu'on appelle le pied. Pourquoi? Pour deux raisons. La première des raisons, c'est pour ne pas, au point de vue esthétique, laisser de marques. Parce que lorsque vous tenez un verre comme ça, vous allez voir qu'au bout de 30 minutes, vous allez laisser beaucoup de marques. Surtout si c'est un homme ou une dame qui a mis de la pommade ou avec la transpiration, tout ça. Et c'est pas joli à voir. Et secondo, vous allez chauffer votre vin. Le vin ne se boit pas chaud. Donc, parce que dans la paume, vous avez une chaleur. Donc, il faut pouvoir tenir cela. On ne tient pas un verre comme ça. Il y a des gens qui, pour snobber, le tiennent comme ça ou comme ça. Non, non, non. Il faut tenir un verre comme ça. Et le petit doigt? Parce qu'il y en a qui tiennent le vin avec le petit doigt. C'est juste une considération. C'est juste une considération, mais c'est pas obligé. Donc c'est la tige. C'est la tige qu'il faut tenir. Il faut tenir, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que ça a été renforcé. Vous allez voir qu'il n'y a pas de marque. Même pour l'eau? Même pour l'eau. Même pour l'eau? Si vous tenez ce verre-là, chauffer l'eau aussi? Non, non, ça ne va pas chauffer l'eau. Vous allez juste laisser des marques. D'accord. Vous allez juste laisser des empreintes et ça fait pas glamour. Ça ne fait pas glamour? Oui. Ok. Ensuite, donc vous avez les couverts. Il faut pouvoir d'abord utiliser les couverts. En fonction de la culture, beaucoup de personnes ont cette difficulté-là. Par exemple, manier des baguettes. Un jour, on fera l'expérience. Ah oui, ça, franchement. Manier des baguettes, on le fera. On va le faire en 5 minutes et vous verrez que ça passera. Donc après, il faut pouvoir aussi savoir aussi s'adapter aux produits qui sont cuisinés et quelles sont les attitudes aussi à accepter parce que c'est plus ou moins un contrat. Lorsque vous avez un hôte, et avec l'invité, il y a un contrat, il y a des devoirs, il y a des obligations. Donc, il faut pouvoir savoir tout cela aussi. Je vois plusieurs objets contondants. Les couteaux. Oui. J'en vois 3. Quel est le rôle de chacun? 2. Et là? Ça, c'est le couteau à beurre. Couteau à beurre. Voilà. Donc, ça, on mettra le pain ici, dans cette assiette-là. Et ce couteau va nous servir à tartiner notre pain. D'accord. Ici, c'est-à-dire à l'extérieur, ce sera beaucoup plus pour l'entrée. Et à l'intérieur pour le plat. D'accord. Et cette cuillère mise en horizontale va nous servir au dessert. Au dessert. Voilà. Donc, quel que soit le plat, c'est avec des fourchettes, pas avec des cuillères.
quel que soit le plat, c'est avec des fourchettes. La cuillère interviendra que pour les soupes. Voilà. On voit cette erreur-là assez souvent, mais c'est assez gauche de consommer avec du riz, par exemple, avec une cuillère. Ça se mange avec une fourchette. En Afrique, en Côte d'Ivoire. Oui. Du riz avec une fourchette. Le code gastronomique est universel ici. Si. Parce que vous allez à un dîner gala et vous prenez du riz avec une cuillère. Et on vous regarde bizarrement. On vous regarde bizarrement. Donc si on comprend bien, si on va à un dîner gala, c'est pas. J'imagine les commentaires. Ceux-là, ils n'ont pas faim. D'accord. Vous avez parlé de contenu. Si on a une sauce avec un accompagnement, comment ça se consomme? On prend l'accompagnement, la sauce, on met la sauce sur l'accompagnement. Une sauce avec l'accompagnement, alors il faut d'abord pouvoir faire déjà le distinguo. En gastronomie pure, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sauce, la sauce ne sera pas abondante, d'accord? Soit elle sera déjà servie sur le plat, ou juste un tout petit peu à côté. Parce qu'il faut pouvoir savoir aussi que qui parle de gastronomie parle de volet esthétique. Et la gastronomie est reliée à 3 niveaux. Donc vous avez le visuel, vous avez l'odorat et vous avez l'ouïe. Donc tout ce qui est son. C'est pour ça que lorsque vous allez dans un restaurant gastronomique, vous verrez qu'il joue une musique assez feutrée. Soit du jazz, ou soit du slow. Il y a des gens qui n'ont pas l'appétit tant qu'il n'y a pas de la musique. Je connais des personnalités qui ne peuvent pas manger tant qu'il n'y a pas une bonne musique. C'est comme ça. Après, on devient accro. Franchement, je dis, mais est-ce qu'ils ont vraiment fait? Enfin bref. On devient accro. Et le visuel, la gastronomie va beaucoup plus miser sur le visuel parce que lorsqu'on voit, il faut pouvoir donner envie. Il faudrait que ça puisse attirer. Donc, on va mettre avec une décoration d'assiettes et consorts. Donc, vous allez voir que ce seront des portions menus, mais vraiment très bien présentées. Et c'est ça avec la gastronomie. Après, il faut pouvoir, bien évidemment, jouer avec les produits, c'est-à-dire même l'invité, pouvoir savoir comment est-ce que ça se présente et comment ça se déguste aussi. Le foie gras, comment il se déguste dans une Alors, assiette? déjà, le foie gras, on va d'abord dire ce que c'est. Le foie gras, donc, ce sont des oies, les canards, qui sont nourris au-dessus de la normale, de telle sorte à avoir une... c'est-à-dire, le foie prend un volume exagéré. C'est pour ça qu'il coûte assez cher. Et c'est pour ça qu'il est très bon. Il est très bon. Et le foie gras se présente en 2 parties. Parce que le foie gras ne doit pas être cuisiné, je veux dire, bien cuit. Il se fait à point. Un foie gras. Vous avez le foie gras qui se présente en 2 sortes. Vous avez donc le foie physique que vous verrez, qui va se servir avec des biscottes. Et vous allez avoir, parce que par sensibilité de client ou de personne, vous allez avoir un foie gras aussi se présentant en forme de terrine. Voilà. Du pâté, si je veux parler de façon très... En conserve. Voilà. Mais là encore, si vous voulez faire de la gastronomie poussée, le foie gras en terrine, c'est un peu un bas de gamme. Lorsqu'on veut vraiment faire bien, on va prendre le foie gras physique. Et voilà. Comment on le cuisine? On va le cuisiner à point. Il se cuisine toujours à point. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont assez sensibles. Parce qu'il n'est pas bien cuit. Voilà. Et ça se boit avec quoi, le foie gras? Alors, pour le foie gras, je vais conseiller un bon verre de vendange tardive, donc assez sucré, ou du sauterne. D'accord. Voilà. Il faut pouvoir faire ce mariage-là avec le foie gras. D'accord. Alors, ça, c'est pour le foie gras. Les huîtres, maintenant. Les huîtres. Alors, les huîtres, déjà, beaucoup de personnes ont ces problèmes-là. Parce que les huîtres, soit elles sont fraîches, donc vivantes. Évitez de consommer des huîtres dont vous ne voyez pas la provenance. Donc, des huîtres déjà, entre guillemets, mortes. C'est pour la simple et bonne raison que le risque d'intoxication est beaucoup plus élevé. Mais, au niveau de l'odorat, vous pourrez le découvrir. C'est pour ça que vous allez voir, même quand vous allez dans certains supermarchés de la place, vous verrez des sortes d'aquariums où il y a des huîtres avec de l'eau. C'est pour vous montrer qu'elles sont bel et bien vivantes. Alors dites-nous, on me dit des choses dans l'oreillette, mais je suis obligé de... On dit que les huîtres... Le truc d'aphrodisiaque. Mais vous avez le don de... Voilà quoi. Ils sont tous en régie là-bas en train de dire oui, il paraît... Non, avec, effectivement, Christelle Akoussa, je confirme. Elle aime beaucoup les huîtres. Elle aussi, elle confirme. Hein. Ah, oui. Christelle, je confirme parce qu'ils ont une forte teneur en fer.
Donc, Donc le mariage huître et champagne, effectivement, c'est un aphrodisiaque. C'est un aphrodisiaque. Donc les huîtres, ça se mange frais. Avec un peu de citron. Avec un peu de citron. Évitez, sans vouloir faire de publicité aucune, vous avez un liquide comme du piment liquide, on le met. Évitez de faire ça parce que là, vous dénaturez. C'est comme boire du cognac avec une boisson gazeuse bien connue. D'accord. Homard. Homard. Alors, ça fait aussi partie de la trinité de la gastronomie. Donc, les homards, déjà, il faut que ça se mange frais aussi. Le homard, on le cuisine vivant. C'est assez douloureux que lorsque vous rentrez une première fois dans une cuisine, quand vous entendez le bruit, il faut avoir du cœur pour le faire. Ça se cuisine vivant. Et le homard, sous sa première coloration, il se présente, il a une teinte beaucoup plus foncée, donc il sera gris, tirant vers du noir. Et quand on va le cuisiner, il devient rouge. D'accord, donc si on vous sert un homard qui n'est pas rouge? Non, qui est assez bizarre. Et en fonction de la texture aussi, si vous voyez que la chair se détache plus ou moins ou qui est pâteuse, mettez-le directement à côté, demandez à voir soit le propriétaire de l'établissement en place. Voilà. Il faudrait que ça soit ferme et ça se sert frais. N'oubliez pas aussi que ces gens aussi, comme les hôteliers, comme les restaurateurs, ils ont aussi des techniques pour plus ou moins dissimuler certaines carences. Ah ouais? Notamment le froid. Ou même jusqu'au niveau même du champagne, si je veux m'attaquer au barman, on peut, entre guillemets, faire ce qu'on appelle ressusciter un champagne. Lorsque vous avez un champagne qui est flat, donc qui est plat, à partir du moment où il est glacé, on ajoute juste du sucre en poudre au fond du verre. Et lorsqu'on met le champagne, ça pétille. Donc, il y a plus ou moins ces techniques-là. On fera une autre émission, lors de la nouvelle saison, on fera plus ou moins une émission pour mettre tout cela un peu à nu ou dévoiler. Et puis, après, ça peut aider plus ou moins aussi. Mais voilà, ils mettent beaucoup plus le volet économique en avant. Alors, on a parlé d'huîtres, de truffes, de homards, tout ça. Oui. Et notre africanité, les escargots, les viandes de brousse, tout ça. Comment on fait dans la gastronomie? Dans la gastronomie, on peut arranger cela. N'oublions pas que qui parle de gastronomie parle de volet esthétique, parle de portionnage. Donc, la présentation sera différente, certes, mais on peut le faire. Parce que la gastronomie aussi rime avec terroir. Donc, on a la gastronomie ivoirienne, on a la gastronomie française, on a la gastronomie russe. Après, c'est comment présenter ce produit-là. Voilà. Est-ce que nos produits du terroir ici, chez nous en Côte d'Ivoire, sont présentables? On n'a pas de complexe à avoir. Ils sont présentables et ils sont même, je veux dire, très frais. On n'a rien à envier avec... Quand on prend les escargots, certes, ils sont beaucoup plus volumineux, mais ils n'auront rien à envier à des escargots de Bourgogne, par exemple. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser les graines de palme dans la gastronomie? On peut le faire. Vous avez déjà essayé? On peut le faire. Qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire en fonction de la quantité déjà. On ne va pas étaler, je veux dire, toute une sauce. Déjà, il faut faire attention à ne pas se salir. Mais on peut le faire. Ça dépend de comment le présenter, même les portions de riz, tout ça. Voilà, c'est faisable. C'est faisable. Parce que avec tout part des produits. Est-ce qu'il y a un chef étoilé ivoirien? Un chef étoilé ivoirien, non. Reconnu sur le guide Michelin? Non, à ma connaissance, non. Non, jusqu'à ce jour. Non. Africain? Africain, on en a, mais à des degrés moindres. J'en connais un en Afrique du Sud avec qui j'ai évolué. On en a qui essaient de plus ou moins faire la gastronomie en mettant des produits, je veux dire, africains en avant. Ça se fait. Ça commence à venir de plus en plus. Alors, on n'a pas parlé du fameux caviar. Alors, le caviar, ce sont des œufs qui proviennent d'un poisson qui s'appelle l'esturgeon. Voilà. Donc, le caviar, vous l'avez en plusieurs coloris. Vous l'avez en noir, vous l'avez en orange. Et le caviar est beaucoup plus utilisé en entrée ou pour faire des canapés. Voilà, donc on va le prendre, on va le napper d'épais avec une petite crème fraîche. Et voilà, mais beaucoup plus en entrée. Beaucoup plus en entrée. Si on parlait maintenant du saumon. Alors, le saumon, vous l'avez soit saumon frais. D'abord, vous avez le saumon norvégien, qui est le plus reconnu. Vous avez le saumon frais. Vous avez le saumon fumé aussi. Le saumon frais, je le conseillerais beaucoup plus pour un déjeuner. Le saumon fumé, qui va très bien au petit déjeuner aussi. Au petit déjeuner? Au petit déjeuner. Vous avez certains hôtels de la place où vous avez des buffets au petit déjeuner. Moi, je suis friand de saumon au petit déjeuner. Voilà. Il y a beaucoup de vertus thérapeutiques. Hein. Oui, parce qu'il est riche en calories. Ce n'est pas un produit travaillé, ce n'est pas un produit recyclé. Donc, du coup, vous avez toute la teneur en termes de vitamines, en termes de calories. D'accord. Calamar, ça, j'aime beaucoup.
Les calamars. Calamars. Alors, les calamars, vous pouvez l'avoir soit en émincé, donc coupé en long, ou soit en bague. Vous allez avoir ça en rondelles souvent. Revenu, on les fait revenir dans du beurre blanc, non salé, quelle que soit la préférence, avec une petite pincée d'ail. Voilà, et avec une persillade. D'accord. Donc, on peut revenir sur les principes qui régissent la gastronomie pour mieux comprendre. D'accord. En 2 mots. En 2 mots. Donc, la gastronomie, elle est beaucoup plus liée aux produits. Elle va être aussi liée, c'est-à-dire aux couverts. D'accord? Parce que vos couverts devront être astiqués. Quand je parle de gastronomie, maintenant, je vais m'éloigner du restaurant. Je vais venir, par exemple, à un domicile. Vos couverts ne doivent souffrir d'aucune tâche. Ils doivent être intègres, entre guillemets. Ils doivent avoir une brillance avérée. Voilà. Donc, il va falloir les astiquer. C'est tout simple, hein, Nessie. Il va falloir prendre de l'eau chaude, un peu de vinaigre blanc de préférence, et polir vos couverts. Vous allez voir qu'ils seront d'un brillant éclatant. Les verres, ils se lavent à l'eau chaude. Pourquoi? Non seulement ils vont faire reluire votre verre, parce que le verre, il est construit à partir du sable, chauffé à un certain degré. Donc, quand vous allez encore mettre de l'eau chaude, ça revient encore à la normale. Et il faut éviter de faire ce que j'appelle l'amalgame. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, lavé une assiette avec de la sauce, tout ça, et on va prendre cette même eau-là. Vous allez voir que souvent, vous rendrez visite à des gens ou même certains établissements, et il y a toujours une odeur au fond du verre. C'est ça. Ça n'a pas été lavé à l'eau chaude et ça n'a pas été lavé séparément. Ouais, d'accord. Donc, du coup, il y a une odeur qui reste. Il y a une odeur qui reste. Donc, déjà, au niveau des couverts, il y a certains couverts qu'il faut pouvoir mettre. Si vous avez la chance d'avoir aussi un lave-vaisselle, ça peut faire l'affaire. Justement, là, en ce moment, vous n'avez pas de... Oui. Merci beaucoup, Joël. C'était un plaisir. On se retrouve demain pour l'apothéose. OK. Avec, demain, on va sabrer avec un gâteau. On va manger. Okay. Ah oui. Ah, on n'en dit pas plus. Merci beaucoup. Et